Et bien voilà, dorénavant, tant que les Russes n'auront pas libéré l'Ukraine, je ferai mes vidéos en tenue NBC avec le masque. En attendant, quand ça gratte aux sourcils ou au nez, c'est l'horreur, c'est pas possible. Bref, je crois que la surprise est un peu éventée à présent. Et oui, je suis bien Balian Taillefer, forgeron médiéviste et historien à 16 heures, ou le contraire. Et en l'occurrence, survivant d'une guerre atomique qui n'arrivera jamais, rassurez-vous. Je disais donc, je suis Balian Taillefer, forgeron médiéviste et historien à 16 heures. Lors du précédent épisode, je vous avais expliqué le début de la physique nucléaire. Nous sommes à présent à la veille de la Seconde Guerre mondiale et nous allons parler du projet Manhattan. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est après ça. Si vous avez aimé ma vidéo de la dernière fois sur l'arme atomique, je pense que vous apprécierez encore plus celle-ci, de même que les prochaines. J'ai en effet l'intention de travailler sur les développements de l'arme atomique pendant la guerre froide, les principes de son utilisation et les vecteurs qui vont être utilisés, que ce soit des missiles à courte ou longue portée, des avions qui sont des bombardiers stratégiques, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et aussi des blindés pour une utilisation de l'arme nucléaire tactique. Si vous aimez mon travail, n'oubliez pas de vous abonner, de partager mes vidéos et de mettre un pouce. Alors nous voici donc à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Hitler a instauré son sinistre régime, l'Allemagne est devenue nazie. Alors forcément, tous les savants atomistes qui sont juifs ou apparentés vont déguerpir de ce régime qui est devenu extrêmement dangereux pour eux. Parmi eux, il y aura Albert Einstein, des Hongrois tels que Taylor et Szilard, un Italien, Enrico Fermi, et tous ces gens vont rejoindre les savants atomistes aux USA. Il y a par exemple les savants Compton et Urey. Et ces personnes vont bientôt donner naissance à l'équipe qui formera le projet Manhattan, sous la direction d'un général, le général Groves, qui sera très vite chapeauté par un autre savant très brillant qui s'appelle Robert Oppenheimer. Il se trouve qu'en 1935, Frédéric Joliot-Curie et sa femme Irène avaient reçu un prix Nobel concernant leurs recherches sur la radioactivité artificielle et sur la réaction en chaîne. Et évidemment, Frédéric Joliot-Curie avait été alarmé par ses découvertes sur la quantité phénoménale d'énergie qui était libérée lors de la scission du noyau. Parce qu'évidemment, il y a quand même une chose très importante à dire, c'est qu'on ne peut pas réaliser une arme atomique avec n'importe quel métal. Car ce dont j'ai parlé la dernière fois, uranium, plutonium, radium, polonium, ce sont des métaux, mais qui ont la qualité d'être fissiles. Alors ça veut dire quoi, fissile? C'est très simple, ça veut dire que leur noyau peut être divisé en deux parties lorsque ce noyau est bombardé par un neutron. À ce moment-là, le noyau éclate en deux parties, une énergie considérable se libère, ainsi que d'autres neutrons qui vont à leur tour bombarder les noyaux atomiques environnants, qui à leur tour vont se scinder, libérer de l'énergie et libérer d'autres neutrons et ainsi de suite. C'est la réaction en chaîne. Cette réaction en chaîne, elle est instantanée et elle libère une quantité monstrueuse d'énergie. C'est le principe de la bombe atomique. En l'occurrence, juste avant la Seconde Guerre mondiale, vers 1938, Frédéric Joliot-Curie, avec sa femme, ont déposé plusieurs brevets. Un brevet pour un réacteur nucléaire, un brevet concernant le bombardement par une source de neutrons pour faciliter la scission du noyau et la possibilité de la masse critique pour fabriquer un explosif nucléaire. Parce que il ne suffit pas d'avoir de la matière fissile, uranium 235 ou plutonium 239, il faut encore en avoir suffisamment. Il y a une masse critique qui représente un certain nombre de kilos pour chaque métal qui va permettre l'explosion nucléaire. Alors le problème, c'est que cette masse critique doit être divisée en plusieurs parties. À partir du moment où les parties, les fractions qui constituent la masse critique sont rassemblées, la bombe explose. Alors si vous voulez charger votre bombe dans un avion, il vaut mieux qu'elle n'ait pas explosé avant. Alors Frédéric Joliot-Curie a eu l'idée de concevoir une espèce de cylindre comme un canon avec une grosse partie de la masse critique à une extrémité et une plus petite partie à une autre extrémité. Et avec un système d'explosifs qui va pousser la petite fraction d'uranium contre la grosse fraction, constituant ainsi la masse critique. C'est exactement cela qui va être utilisé par les savants du projet Manhattan
pour construire la bombe atomique Little Boy. La première bombe atomique à uranium-235, celle qui va être larguée sur Hiroshima le 6 août 1945. Mais comme nous allons le voir, ce n'est pas la première bombe qui a été testée dans l'histoire de l'humanité. La première, c'est une bombe au plutonium que l'on va appeler Trinity. Mais nous n'en sommes pas encore là. En même temps, alors que les travaux des Joliot-Curie mènent vraiment à la constitution de la première arme atomique, en Allemagne, une équipe de savants parviennent quasiment au même résultat. Seulement, comme nous le verrons plus tard, le Troisième Reich et Adolf Hitler en premier ne semblent pas intéressés par ces travaux. Heureusement pour nous. Alors donc, j'ai dit que pour fabriquer une arme atomique, il fallait de la matière fissile. Comment la trouve-t-on, cette matière fissile? Eh bien, comme je l'expliquais dans le précédent épisode, par bombardement de neutrons. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on va créer l'explosif atomique dans un réacteur, soit on va séparer. Dans ce réacteur, par exemple, on pourra fabriquer du plutonium-239 à partir de l'uranium-238, soit on va séparer les isotopes, l'isotope 235 de l'uranium-238, l'uranium naturel. Alors pour vous donner une idée, lorsque vous avez un bloc d'oxyde d'uranium que l'on va raffiner pour obtenir de l'uranium-238, il n'y a seulement que quelques pourcentages infimes d'uranium-235, celui qui est suffisamment enrichi pour former une arme atomique. Alors on va procéder à une séparation isotopique. Par un phénomène de centrifugation, on va recueillir ces isotopes 235 qui sont nécessaires à la confection de la bombe. C'est ce qu'on appelle l'enrichissement. À noter que l'uranium va parvenir des mines d'Afrique centrale. Le Congo, la région du Katanga, possédait effectivement à l'époque d'énormes quantités d'uranium 238 qui vont donc être achetées par la France et préparées dans les laboratoires de Frédéric Joliot-Curie. Mais en même temps, il faut également ce qu'on appelle de l'eau lourde. L'eau lourde, c'est fabriqué à partir de l'isotope de l'hydrogène qui est le deutérium. Cette eau lourde va permettre de stabiliser et de ralentir la réaction nucléaire dans le réacteur. Sans cette eau lourde, il n'y a pas d'enrichissement possible. Parce qu'à ce moment-là, dans le réacteur, la réaction en chaîne deviendrait extrêmement trop rapide et elle parviendrait à une explosion atomique. Ce qu'il est préférable d'éviter dans un réacteur nucléaire. Alors, les Français vont acheter 200 litres d'eau lourde à une société de Norvège qui la fabrique. Et puis, comme vous le savez, 1940, la Wehrmacht déferle en France. En 5 semaines, voire 6, les troupes françaises sont balayées par l'occupant nazi. Alors à ce moment-là, les savants qu'ils peuvent vont fuir la France, se réfugier d'abord en Angleterre et ensuite vont partir pour les USA. Ils vont emporter avec eux les 200 litres d'eau lourde ainsi que le combustible nucléaire, l'uranium-238 et l'uranium-235 déjà fabriqués. Frédéric Joliot-Curie, lui, va préférer rester en France. Le 3 août 1939, voyant le danger qui se développe de l'hystérie nazie en Europe, Albert Einstein décide d'écrire une lettre au président des États-Unis, Roosevelt, dans laquelle il lui demande instamment de procéder à des recherches sur le nucléaire militaire. Au début, Roosevelt n'est pas vraiment favorable, il n'y croit pas trop. Mais par la suite, il va se laisser convaincre. Il est à noter que lorsque le projet Manhattan sera lancé avec, en finalité, les explosions atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, le brave Albert Einstein, qui était un homme de paix, regrettera toujours sa décision d'avoir écrit à Roosevelt pour l'encourager à faire des recherches sur le nucléaire militaire. Malheureusement, la machine de la course aux armements atomiques est déjà lancée à ce moment-là. On ne pourra jamais revenir en arrière. Pour l'instant, on imagine que l'Allemagne pourrait procéder à des recherches. Comme je l'ai expliqué, recherches qui sont extrêmement superficielles. Alors les Américains vont lancer le projet Manhattan avec les personnes dont j'ai déjà parlé auparavant. Ce projet Manhattan, il consiste en plusieurs choses. D'abord, il faut construire des réacteurs nucléaires qu'on appelle des piles atomiques. La première pile atomique va être construite par Enrico Fermi à Chicago. En décembre 1942, c'est chose faite. Enrico Fermi va donner aux Américains leur premier réacteur atomique. Celui-ci va être dédié à la fabrication de l'uranium-235. Et puis, 3 autres piles atomiques vont être construites à Hanford, dans l'état du Washington. On y fabriquera du plutonium-239. De même, à Oak Ridge,
on construira des usines pour la séparation des isotopes. Uranium-238, uranium-235. Mais le cerveau de toute cette histoire va s'installer à Los Alamos. Los Alamos, cela va être une espèce de grande concentration, entre guillemets, des plus grands cerveaux des savants atomistes de la planète. Et c'est là que vont être élaborés les projets de fabrication de la bombe à plutonium. Ici, il faut bien comprendre la façon dont fonctionne une bombe atomique à uranium et une bombe atomique au plutonium. En l'occurrence, comme j'ai expliqué, et on le verra sur le schéma, dans une bombe à uranium, il y a donc une espèce de canon qui va projeter une pastille d'uranium-235 dans le noyau de matière fissile. La masse critique est créée, la réaction en chaîne se fait instantanément et l'explosion atomique a lieu. C'est le schéma de la bombe Little Boy. Au niveau de la bombe au plutonium-239, les choses sont un peu différentes. On va avoir affaire à une bombe extrêmement ventrue, une espèce de sphère. C'est pour cela qu'on va l'appeler Fat Man, qui signifie gros homme en anglais. Cette bombe, comme vous le voyez sur le schéma ci-contre, va disposer en son centre d'une boule de plutonium, la masse critique, avec du vide, et l'intérieur de la sphère va être tapissé d'éléments de plutonium qui vont être poussés vers l'intérieur lors d'une espèce d'implosion par des éléments d'explosifs chimiques. Quand les explosifs détonnent à l'intérieur de la sphère, les pastilles de plutonium sont précipitées très rapidement vers la sphère de plutonium centrale et la masse critique est constituée. À ce moment-là, la réaction en chaîne se fait et l'explosion atomique a lieu. C'est le principe de la bombe de Trinity qui va exploser donc à Alamogordo et qu'on va appeler Trinity Site. C'est la première explosion atomique de l'histoire de l'humanité et nous ne devons absolument pas en être fiers. Il se trouve que, j'en parlerai dans un prochain épisode, les savants se sont un peu posé la même question pour l'explosion de la première bombe atomique en milieu aérien que lors de l'explosion de la première bombe atomique en milieu aquatique dans la mer lors de l'expérience de l'atoll de Bikini. Quelle était cette interrogation? Eh bien, les savants se sont demandé si en faisant exploser une bombe atomique dans l'atmosphère de la Terre, chaque molécule d'air, chaque atome d'oxygène et d'hydrogène n'allait pas entrer en réaction en chaîne. Une réaction en chaîne atomique qui se serait étendue à toute l'atmosphère de la planète. Autrement dit, c'était directement la fin du monde. Si on peut avoir une certaine admiration pour ces cerveaux et ces savants qui sont allés jusqu'au bout de leurs recherches, on peut quand même se poser des questions sur la moralité et sur l'éthique. Parce que quand on a un doute sur une expérience, je pense qu'il est préférable de s'abstenir. Heureusement, en l'occurrence, ces doutes n'ont pas eu lieu. Ainsi, le 16 juillet 1945 a lieu l'explosion de Trinity, à donc 250 km au sud de Los Alamos. Cette explosion est un succès. La bombe à plutonium va donner un rendement énergétique d'environ 18 à 19 kilotonnes. Alors ça veut dire quoi les kilotonnes? Les kilotonnes, ce sont des milliers de tonnes d'équivalent TNT. Le TNT, le trinitrotoluène, est un explosif chimique extrêmement puissant. Pour calculer l'effet dévastateur d'une bombe atomique, on va la calculer par rapport aux centaines de milliers de tonnes que représenterait l'explosion d'un volume équivalent de trinitrotoluène, de TNT. Cela veut dire que cette explosion de 19 kilotonnes correspond à 19 000 tonnes de TNT. Vous comprenez tout de suite l'impact terrifiant de ces armes. Parce qu'il va se former une boule de feu de plusieurs centaines de mètres. En ce qui concerne une explosion atomique et non pas thermonucléaire, dans cette boule de feu, tout va être annihilé. Tout ce qui se trouve dans cette boule de feu va disparaître instantanément comme ça. La matière va être sublimée. Le phénomène de sublimation, c'est quand on passe de l'état physique, de l'état solide, à l'état gazeux. C'est-à-dire que tout ce qui se trouve dans l'affaire de destruction autour du point zéro va être transformé en gaz. C'est pour ça que pendant la guerre froide, on a parlé de la stratégie de la peur ou de l'équilibre de la terreur. Tellement ces armes sont terrifiantes, à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Lorsque Robert Oppenheimer a vu l'explosion atomique, il est allé chercher une phrase des traditions religieuses indiennes. Il faudra que je la retrouve, je la mettrai en post-prod, mais ça commence par « Je suis le destructeur des mondes ». Le soir même, à Los Alamos, tout le monde a fait la fête. Un seul savant s'est écrié suffisamment haut, alors que tout le monde dansait, chantait et s'amusait. Alors maintenant, nous sommes tous des fils de...
Le 16 juillet 1945, l'Allemagne nazie n'existe plus. Et Dieu merci. Mais il reste un adversaire à l'Est. Et peut-être, comme je le pense, comme je l'expliquais dans mes vidéos sur la guerre du Pacifique, le véritable adversaire des USA, le Japon, l'Empire du Soleil Levant. Et c'est vers lui que se tournent les têtes de l'état-major américain, avec dans ses poches 2 bombes atomiques. Une bombe au plutonium Fat Man et une bombe à l'uranium Little Boy. La suite dans le prochain épisode. Et bien si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la récompenser par un pouce, en vous abonnant, en partageant. Et en attendant, je vous dis, l'histoire, c'est toi qui l'as fait, et sans bombe atomique.